Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour votre rendez-vous économique. Au sommaire, les 50 ans de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 50 ans, beaucoup de projets ont été réalisés. Vous suivrez les acquis en matière d'intégration économique. Vous suivrez également les enjeux de la gestion des risques dans le monde financier et bancaire. La corruption, un problème mondial pour le développement. Vous verrez ses impacts sur l'économie nationale. C'était les titres. Bienvenue. Depuis sa création, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne cesse de poser les jalons d'une intégration économique régionale en Afrique de l'Ouest. Circulation des personnes, harmonisation des politiques, commerce, investissement. L'organisation multiplie les initiatives pour rapprocher les États membres. Alors, 50 ans après sa création, quels sont les acquis en matière d'intégration économique? Les éléments de réponse dans ce sujet signé Ekwe Sala, présenté par Edwige Atakwa Bassabi. Depuis 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, connue sous le nom de CEDEAO, œuvre pour rapprocher les pays d'Afrique de l'Ouest à travers une coopération économique renforcée. Son objectif est simple, construire une région unie, solidaire et prospère. 50 ans plus tard, les résultats sont visibles. Loin des grands projets concernant la libre circulation des personnes, grâce au passeport CEDEAO et à la suppression des visas entre les pays membres, les citoyens peuvent désormais voyager plus facilement, faire du commerce, travailler ou étudier dans un autre pays de la sous-région. Le commerce entre les pays ouest-africains devient aussi plus simple. La CEDEAO réduit les taxes inutiles, simplifie les démarches administratives et cherche à rendre les règles plus uniformes. Le but est de créer un grand marché économique où les produits, les services et les investissements peuvent circuler librement. De nombreux efforts sont également faits pour améliorer les infrastructures, routes, électricité, télécommunications. Des projets sont en cours pour désenclaver cette région et mieux connecter les pays. Ces investissements facilitent les échanges et favorisent le développement local. Les jeunes ne sont pas oubliés. La CEDEAO encourage l'esprit d'entreprise pour que la jeunesse devienne un moteur de croissance à travers toute la région. Le tourisme est aussi un axe important. Grâce à des initiatives régionales, l'Afrique de l'Ouest souhaite devenir une destination attrayante qui valorise son patrimoine naturel, culturel et historique. Sur le plan monétaire, les pays membres travaillent à la création d'une monnaie unique appelée l'ECO. Cette nouvelle monnaie permettra de faciliter les échanges, réduire les frais bancaires et renforcer l'indépendance économique de la région. Enfin, l'innovation joue un rôle croissant. Les applications mobiles et les jeunes entreprises du numérique facilitent les transferts d'argent et rendent la finance plus accessible, même dans les zones reculées. Aujourd'hui, la CEDEAO reste fidèle à sa mission. Unir les peuples, encourager le progrès et construire ensemble un avenir meilleur pour l'Afrique de l'Ouest. Dans le monde financier et bancaire, la gestion des risques est une priorité stratégique. Les institutions bancaires doivent anticiper, évaluer et atténuer les menaces susceptibles de perturber le processus de financement des projets. Découvrons donc les enjeux de la gestion des risques pour la BIDC avec Komlan Ajavon, coordonnateur du département gestion des risques à la BIDC. Il est au micro de Marie-Ange Bida. Toute banque de développement a deux risques principaux, et c'est le cas pour la BIDC. Les deux principaux risques, c'est le crédit et la liquidité. Le crédit, c'est-à-dire nous sommes des banquiers, nous sommes dans un environnement très complexe et très volatile. Vous investissez dans un projet, le projet peut ne pas vous rembourser. Donc le principal risque, c'est le risque de crédit. Comment est-ce que nous le gérons au niveau de la BIDC? Toujours un cadre. Et un cadre qui est fixé et adopté au niveau du Conseil. Donc, vous avez des directives et des limites d'exposition qui sont définies par le Conseil. Ensuite, vous avez un processus de crédit où les risques vont intervenir à chaque étape en support. Vous allez envoyer des demandes, par exemple, et regarde s'ils estiment que
c'est un projet, ça peut avoir un impact sur le développement et que le projet est bancable, ils vont dire, OK, on vient à un premier comité. On appelle ça le comité de préévaluation. Ils viennent avec un petit rapport, une petite analyse, et de manière collégiale, il y a différents départements qui se réunissent, ce n'est jamais l'affaire d'un seul département, qui se réunissent et qui regardent cette analyse-là. À ce niveau-là, le département des risques va intervenir de manière indépendante pour faire aussi une contre-analyse, pour dire, d'accord, c'est bien, c'est un projet bancable, ça rentre dans notre mandat, nous pouvons y aller, mais nous allons dire, écoutez, il y a tel élément de confort que nous souhaitons avoir avant de pouvoir engager vos fonds. Nos collègues des opérations vont aller sur le terrain pour évaluer, pour s'assurer que les informations fournies par le client sont bonnes, pour s'assurer que l'environnement est propice à ce type de projet-là et pour s'assurer que vous avez les ressources humaines nécessaires, indispensables pour mettre en place ce projet-là et le gérer. Ils reviennent, ils font une note d'analyse, ça passe en comité de crédit. Dans ce comité-là, vous avez différents départements également et vous avez le département des risques qui va encore intervenir, qui regarde de manière froide le dossier pour s'assurer que voilà, l'analyste, quand il est allé sur le terrain, il n'a pas été émerveillé par ce qu'il a vu et il n'a pas produit une analyse un peu biaisée. Donc, nous allons produire encore une note qui est un avis indépendant, qui va partir maintenant avec la note des opérations et la recommandation du comité. Si le comité estime que ce projet-là doit être financé, ça va aller au senior management, au senior exécutif. Il y a le président et les vice-présidents qui vont décider si le projet doit être financé. S'ils pensent que le projet doit être financé, il faut une recommandation au conseil d'administration. Et seul le conseil d'administration a autorité pour dire oui, nous pensons que la banque peut financer un projet. Deuxième focus, nous avons parlé de 800 milliards équivalents de CFA investis sur les 5 dernières années. C'est beaucoup d'argent qu'il faut mobiliser. Pour mobiliser de l'argent, il faut regarder ce dont on a besoin. Le risque, le deuxième risque qui est très important pour une banque de développement, c'est donc le risque de liquidité. Il est d'abord à moyen et long terme parce que nous finançons des projets qui ne sont pas par ailleurs financés par les banques commerciales classiques. Pourquoi? Parce que soit c'est trop risqué, soit parce que la maturité est très longue. Nous irons en moyenne sur du 7 ans de maturité. Donc l'implémentation de ces projets-là prend également du temps. Ça peut prendre 1 an à 18 mois pour être implémenté. Ça veut dire que si je prends un engagement en tant que BIDC de financer votre projet et que ce n'est que dans 2 ans que vous aurez besoin des ressources, il faut que je sois à même, au bout de 2 ans, de décaisser le montant dont vous avez besoin. Bien gérer les finances est une priorité pour le ministère en charge des Finances qui a mis en place un outil de contrôle financier. Il s'agit du référentiel de contrôle qui permet une gestion efficiente des finances publiques, prévenir les erreurs et aide à prendre de meilleures décisions. En quoi consiste ce contrôle? Qui sont les acteurs et à quel moment intervient-il? Nicole Attila nous donne les précisions. Dans un monde où les ressources se font rares et les besoins grandissent, la question de la bonne gestion financière devient incontournable. Le contrôle financier s'impose alors comme un véritable levier de performance et de transparence. Outil stratégique au service de toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, grandes ou petites, le contrôle financier permet de suivre de près les dépenses, de comparer les chiffres prévus aux chiffres réels et d'intervenir rapidement en cas de dérapage. Derrière cette mission, les contrôleurs financiers jouent un rôle central. Leur regard affûté garantit la rigueur budgétaire, le respect des règles comptables et la cohérence avec les objectifs fixés. Ils sont les vigies silencieuses de la bonne gouvernance. Contrairement à une idée reçue, ce travail ne concerne pas seulement les multinationales. Les ONG, les écoles, les hôpitaux, les petites entreprises et même les collectivités locales peuvent et doivent en bénéficier. Mais à quel moment agir?
Le contrôle financier peut intervenir à 3 étapes clés. En amont, pour prévenir les risques et sécuriser les décisions. Pendant, pour corriger les écarts et s'ajuster en temps réel. En aval, pour tirer les leçons et mieux préparer l'avenir. Pour être efficace, tout repose sur un référentiel de contrôle. Un ensemble de règles, de méthodes et de standards partagés par les professionnels du secteur. Cela garantit une démarche objective, cohérente et fiable. Parmi les types de contrôle existants, on retrouve le contrôle interne, réalisé par l'organisation elle-même, le contrôle externe, confié à des experts ou à des instances publiques, le contrôle budgétaire, qui veille au respect des prévisions, et le contrôle de gestion, orienté vers la performance. À le voir, le contrôle financier est bien plus qu'un simple outil de vérification. C'est un acteur clé de confiance. Il rassure les partenaires, attire les investisseurs et renforce la crédibilité. Un gage de sérieux dans un monde où chaque décision financière compte. Elle exacerbe les inégalités et réduit les financements privés au détriment des marchés, des opportunités d'emploi et des économies. On parle de la corruption, un fléau mondial qui sape le développement des États et qui se manifeste sous de multiples facettes. Des engagements sont donc pris à différents niveaux pour prévenir ces effets négatifs et réduire significativement le phénomène. Quel impact la corruption a sur l'économie nationale? Les réponses dans ce sujet de Eli Agba Yadao. La corruption coûte chaque année à l'économie mondiale plus de 2600 milliards de dollars, soit environ 5% du PIB mondial. Le Togo n'est pas épargné par ce phénomène mondial qui a des conséquences néfastes sur l'économie, réduisant la croissance. La corruption est source d'augmentation d'inégalités. Elle détourne les ressources publiques, affecte les inégalités, les investissements et sape les efforts de réforme économique. L'État est le débiteur de la jouissance des droits de l'homme par le truchement des détournements de deniers publics, des recettes fiscales. L'État est privé des ressources nécessaires à la réalisation des projets de développement. De ce fait, l'État n'est pas en mesure de construire les centres de santé, de construire les routes, de construire les écoles, les équiper et de donner de l'eau potable aux citoyens. Lorsque nous prenons le secteur de la santé par exemple, lorsque les agents de la santé sont corrompus, malheureusement, cela se ressent au niveau des soins. Selon un rapport de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, 91% des Togolais affirment connaître la corruption. Une lutte est menée depuis quelques années par l'institution afin de diminuer considérablement l'impact de la corruption qui exacerbe les inégalités, réduit les investissements et les opportunités d'emploi. Par le fait de la corruption, l'État a d'abord privé des ressources dont il a besoin. Et ensuite, la corruption fausse le jeu de la concurrence entre les entreprises. Les entreprises qui sont prêtes à verser des pots de vin aux personnes chargées de passation des marchés publics ont un privilège par rapport aux entreprises honnêtes. La corruption aussi dissuade les investisseurs étrangers nationaux parce que la corruption n'est pas rassurante. Lorsque la corruption infeste le système judiciaire, ça veut dire que les investisseurs ne sont pas rassurés par rapport à la justice lorsqu'ils auront affaire à celle-là. De même, la corruption décourage les partenaires au développement qui, sachant que la corruption est systémique dans un pays, sont frileux à apporter leur aide aux États pour leur permettre d'assurer le développement de leur pays. Pour lutter contre la corruption, plusieurs mesures peuvent être adoptées allant de la prévention à la répression. Des dispositions inscrites dans la mission de la APULSIA. Il est important de mettre en place des mécanismes de transparence, d'amélioration de la gouvernance, de renforcement des sanctions et de sensibilisation des populations. Surtout, ressortir les impacts négatifs de la corruption sur les économies.
Elles forment le socle de l'économie nationale, mais restent parfois dans l'ombre des grandes entreprises. Les très petites et moyennes entreprises TPME jouent pourtant un rôle crucial dans la lutte contre le chômage, entre autres. Conscientes de leur potentiel, les autorités mettent en place des mécanismes pour mieux les soutenir. Quelles sont les contributions réelles des TPME et quelles sont donc les mesures concrètes prévues pour les accompagner? Marie-Thérèse Nabédé nous en dit davantage. Elles sont souvent discrètes, parfois informelles, mais leur impact est bien réel sur l'économie. Les très petites et moyennes entreprises, les TPME, forment aujourd'hui le cœur battant de l'économie togolaise. Avec plus de 90% du tissu entrepreneurial national, les TPME sont à la fois des créatrices d'emplois, des moteurs d'innovation locale et des actrices clés de l'inclusion sociale. Présentes dans l'agriculture, le commerce, les services ou encore l'artisanat, elles absorbent une part importante de la main-d'œuvre, en particulier les jeunes et les femmes. Une TPME crée de l'emploi. La TPME est également un moteur d'innovation. Aujourd'hui, une entreprise classique est capable de faire cette contribution dans son pays. Au Togo, lors du recensement de 2019 par l'INSEAD, on a dénombré 119 000 unités économiques, dont la majorité, près de 90%, sont des TPME. Donc c'est dire que les TPME contribuent grandement au développement économique du pays. Pour prendre le cas spécifique du Togo, avec 90% de TPME, on a une contribution d'environ 40% au PIB et une création d'emplois du secteur privé à hauteur de 70%. Selon les économistes, les TPME togolaises ont un potentiel énorme, mais pour qu'elles deviennent des leviers solides de croissance, il faut renforcer leur environnement. Cela passe par des mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement. Il y a plusieurs mécanismes qui existent dans l'écosystème en termes d'accompagnement des TPME. En 2021, il y a eu la signature de la nouvelle charte des TPME, une charte qui classe les TPME en 4 catégories. Et l'ambition de la charte, c'est de mettre en place un certain nombre de mécanismes d'aide et d'accompagnement pour aider les TPME à passer d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure. Il y a des mécanismes de financement. Aujourd'hui, il y a la NPGF qui est partenaire, qui accompagne dans tout ce qui est renforcement de capacités techniques, structuration, garantie et financement. Et on a autant de partenaires qui accompagnent les TPME dans leur croissance. Face aux défis d'un monde en mutation rapide, les TPME togolaises constituent les bâtisseuses silencieuses de la croissance inclusive. Miser sur elles, c'est investir dans un Togo plus résilient et surtout plus prospère. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 27 mai 2025. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 574 à l'achat et 581,50 à la vente. Le yen japonais 3,995 à l'achat et 4,55 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 779 à l'achat et 786 à la vente. Le franc suisse est de 699 à l'achat et 705 à la vente. Le dollar canadien s'établit à 416,75 à l'achat et 423,75 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 79,500 à l'achat et 81,250 à la vente. Faisons maintenant un tour dans nos marchés pour nous enquérir des prix des céréales et du gari, et c'est avec Eliagba Nyadao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, il varie entre 550 et 600 francs. Il est à 600 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs est entre 700 et 750 francs. Et dans les savanes, il varie entre 550 et 650 francs, avec une moyenne nationale de 639 francs CFA.
À présent, intéressons-nous au prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, il est vendu à 1100 francs. Il varie entre 650 et 700 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du sorgho varie entre 650 et 700 francs. À Kara, il est entre 800 et 1000 francs. Et dans les savanes, le prix du bol du sorgho est compris entre 650 et 1000 francs, avec une moyenne de 829 francs CFA. Et le haricot, à combien est-il vendu? Découvrons-le maintenant. Le bol du haricot coûte 2200 francs dans la région maritime. Il varie entre 1600 et 1700 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, il est à 2000 francs. À Kara, il faut débourser entre 2300 et 2500 francs pour le bol du haricot. Et dans la région des savanes, il varie entre 2000 et 2500 francs. La moyenne du prix du bol du haricot est donc de 2114 francs CFA. Le mil, quant à lui, est vendu au prix de 1000 francs le bol dans la région maritime. Dans les plateaux, il est compris entre 1450 et 1500 francs. Dans la région centrale, le mil est à 1200 francs le bol. À Kara, il est compris entre 1000 francs et 1200 francs. Et dans les savanes, le bol du mil est entre 1000 francs et 1250 francs avec une moyenne de 1112 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Dans la région maritime, le bol du gari est à 1100 francs. Il est compris entre 850 et 900 francs dans les plateaux. Il varie entre 900 et 1000 francs dans la centrale. À Kara, le bol du gari est entre 900 et 1100 francs. Et dans la région des savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs, avec une moyenne de 1020 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.